Merci, monsieur le directeur, cher Adrien. Donc j'ai le droit à 40 minutes, on peut dire ça, jusqu'à 6 heures. Un petit peu plus, de toute façon il ne faut jamais parler trop. Et là, mesdames, messieurs, je suis également ravi de vous voir si nombreux, un peu plus nombreux que mon premier passage au centre Jacques Berck dans des contextes plus difficiles il y a quelques mois. C'est évidemment pour moi quelque chose de très important de présenter ici mon travail doctoral, puisque s'il s'adresse effectivement en grande partie aussi au public académique français, il s'adresse aussi beaucoup au public et à l'académie marocaine, à laquelle je suis, malgré les deux pays de la thèse, singulièrement et personnellement attaché. Bien, donc, comme l'a dit Adrien, cette thèse est issue, ce travail est issu d'une thèse soutenue à l'Institut d'études politiques de Paris il y a maintenant quelques mois, au mois de juin, qui a été conduit sous la direction des professeurs Paul-Henri Rosenthal et Mohamed Oueldi. Mohamed Oueldi étant, j'y reviendrai dans quelques instants, spécialiste de la Tunisie. Et donc l'aboutissement effectivement de 4 ans de travail qui porte, alors même si c'est ici pas tout à fait explicite, puisque tout est contenu dans le mot monarchie, qui est un mot assez vague, qui est un système politique, qui portait essentiellement sur les institutions publiques, je reviendrai dans un instant, et sur les fonctionnaires marocains et tunisiens sous les deux protectorats français en Afrique du Nord, donc au Maroc et en Tunisie. Une thèse d'histoire comparée et une thèse d'histoire de l'État. Donc je ne reviendrai pas très longuement sur la genèse qui a toujours tendance à être réécrite depuis la fin de ce travail. Simplement, je dirais un mot sur l'approche assez prudente avec laquelle j'ai entamé cette recherche, qui courait le risque, évidemment, de son étendue chronologique, qui est quand même très grande, puisqu'il s'agit de quasiment 70 ans, un peu plus de 70 ans, et thématique, puisqu'elle couvrait 2 pays qui, en eux-mêmes, auraient mérité une ou plusieurs thèses sur ce sujet. Donc, je dirais en quelques mots, même si je pense que vous êtes tous au fait de ce contexte, les conditions d'établissement des protectorats en Afrique du Nord qui expliquent en grande partie pourquoi ces 2 pays et pourquoi ce sujet. Le protectorat, comme la plupart d'entre vous le savez, est d'abord un accord diplomatique, un traité entre 2 États souverains, en l'espèce le sultan du Maroc à la tête donc d'une monarchie chérifienne vieille de plusieurs siècles, indépendante de l'Empire ottoman, et une province ottomane, la Tunisie, dirigée par une dynastie, elle, relativement autonome, mais reconnaissant toujours sa suzeraineté à la Sublime Porte, le sultan de Constantinople, qui est la dynastie husseynite, relativement indépendante depuis le début du XVIIIe siècle, dit représentée par un bey. Donc ces 2 souverains sous la menace signent des traités avec la France en déléguant une partie de leur souveraineté, la souveraineté notamment internationale, c'est-à-dire la représentation diplomatique, et également les questions de défense à la puissance protectrice, la France. Ça, c'est la première clause. Mais le bey comme le sultan restent souverains en leurs États et leurs droits restent indépendants. Une deuxième clause contenue dans les traités, donc en 1881 et en 1883 pour la Tunisie et en 1912 pour le Maroc, et qui est une clause extrêmement importante, qui stipule que la France a pour mission, sous l'autorité et dans le cadre de la souveraineté interne maintenue du bey et du sultan, de conduire des réformes pour redresser l'état de 2 pays particulièrement harassés effectivement à la fin du XIXe siècle par les dettes, en fait savamment organisées aussi par la puissance étrangère. Donc ma thèse partait d'une question simple, comme souvent les thèses d'ailleurs, qui est d'abord, qu'est-ce que ça fait, dans le fond, que soient maintenues 2 monarchies et 2 administrations dans ces pays, en comparaison avec l'Algérie, précocement colonisée et précocement départementalisée, donc assimilée juridiquement à la France. Donc comment ces monarchies survivent-elles? Le protectorat, on en parlait avec Charles-André Julien Oujda, est-il dans ce cas une simple fiction, c'est-à-dire que c'est une forme de décor, d'apparence qu'on a maintenu, ce qu'on a lentement pensé en vérité, qu'on a maintenu pour les besoins de l'idéologie coloniale, de la domination, mais que la poigne de la France s'exerce de la même façon? Donc question de la spécificité du protectorat dans le cadre de l'Empire, mais plus particulièrement dans le cadre de l'Afrique du Nord. Et enfin, donc, troisième question, qui est déjà en fait un début de résultat, comment comprendre que les monarchies aient été à la fois l'instrument de fait utilisé par les Français pour maintenir l'origine du protectorat, mais à un moment donné aussi leur ennemi, et qu'il ait existé en leur sein une forme de résistance par la continuité d'un certain processus d'organisation et aussi par des formes plus nettes, plus directes de contestation anticoloniale, dans le fond assez peu connues ou assez peu crédibles. Voilà la question simple en fait. J'avais utilisé dans mon introduction de thèse une métaphore qui était la suivante, qui est de dire que si on pouvait interpréter la colonisation comme une forme de maladie, on pouvait appliquer ce que disait Canguilhem, donc le grand philosophe des sciences, de l'état pathologique. Canguilhem disait qu'en fait,
être bonne santé, c'est être capable de produire de nouvelles normes vitales, biologiques. C'est comme ça qu'on résiste, dans le fond, à l'état de maladie. La pathologie, c'est l'inhibition de cet état de norme. Et donc, il s'agissait de se demander comment, finalement, le système immunitaire, en quelque sorte, des deux États marocains et tunisiens, a créé, face à l'intrusion d'un corps étranger, qu'est le corps français, des moyens de se défendre et des moyens de survivre. Voilà les trois questions. Alors, un passage historiographique, qui est évidemment obligatoire pour les besoins de la démonstration, mais j'éviterai de trop m'y attarder. Bon, je précise d'ailleurs que ma thèse a bien veillé à traiter de façon paritaire le Maroc et la Tunisie, mais comme on est au Maroc, je ne résiste pas au plaisir de parler un peu plus longuement du Maroc et de la Tunisie en contrepoint, parce que tout est normal. Et là, j'ai obéi ici à une pente naturelle. Bon, d'abord, c'est une histoire rigoureusement coloniale, qui est marquée par deux travaux essentiels que sont ceux de Daniel Rivet et de Marie Lewis. Je vais en dire un mot parce que c'est important. Daniel Rivet est connu par la plupart d'entre vous, des Marocains comme des Français, comme le seul, le grand historien du protectorat marocain, et même en général de l'Afrique du Nord. Ce sont encore ces manuels, après ceux de Charles-André Julien d'ailleurs, qui font autorité et qui n'ont pas encore été remplacés. Daniel Rivet a consacré une thèse volumineuse, une thèse d'État, à l'époque on faisait des thèses très longues, au protectorat sur l'Angleterre. Et il y a dégagé une forme de spécificité de l'œuvre personnelle du maréchal Lyotet, je vais y revenir dans quelques instants, en montrant avec beaucoup d'intelligence toute l'étendue de son système, de sa politique musulmane à ses ambitions de modernisation, mais aussi ses ambiguïtés et ses faiblesses. Donc, à travers l'homme Lyotet, de considérer le protectorat quand même comme un moment, comme quelque chose de particulier, comme une forme de chorégraphie, de coordination avec la monarchie chérifienne et le protectorat pour réaliser une certaine vision, disons, de l'impérialisme, qui aurait disparu avec lui. Une thèse plus récente est celle de Marie Lewis. Marie Lewis est professeure à l'université de Harvard, elle est professeure en histoire française et a consacré un livre là à la Tunisie, qui est un peu le pendant, tout en étant très différent de Rivet, qui est un livre qui s'appelle Divided Rule et qui est consacré à la forme du protectorat dans ses conséquences juridiques spécifiques. C'est-à-dire que la thèse de Marie Lewis, c'est que le maintien de la souveraineté du bey a été un instrument utilisé par les Français dans les rivalités internationales extrêmement fortes qui pesaient à ce moment-là sur la Tunisie, notamment les rivalités italiennes et anglaises, pour ne citer que celles-ci. Donc c'est une approche par le haut, juridique, d'histoire diplomatique extrêmement brillante, mais qui montre, qui met en relief la spécificité du protectorat là aussi. Ça, c'était un premier champ dans lequel s'inscrire. Le deuxième, c'est une nouvelle approche de l'histoire de l'État, qui est dans le fond la contribution que j'espère pour cette thèse et pour ce travail, pour le livre qui en sera issu, qui est comment on écrit finalement l'histoire de l'État au Maroc et en Tunisie. Histoire longuement passée au crible d'approches assez traditionnelles, dont je vais dire un mot ensuite, mais qui a été considérablement renouvelée par Mohamed Waldi, mon bon maître, comme on disait autrefois, qui a soutenu une thèse et a publié un livre sur les Mamelouks des bey de Tunis. Et donc, à travers ce groupe d'esclaves qui étaient devenus de grands serviteurs de l'État tunisien avant la période coloniale, il montrait comment naissait une forme de service public, de passage d'une relation interpersonnelle entre le mamelouk comme objet du souverain à un mamelouk en quelque sorte fonctionnaire, un mamelouk qui s'impose dans une nouvelle organisation de l'État. Et donc cette approche par un groupe social, par des archives inédites, était extrêmement inspirante en vérité pour prolonger en quelque sorte une partie de ces résultats, même si j'espère avoir fait un petit peu plus tout en ayant fait moins bien, pour la période coloniale et la période contemporaine. Il faut dire ici aussi un mot de l'histoire du Maroc, particulièrement Maroc. J'ai cité deux noms qui ne sont effectivement pas exclusifs, mais qui sont extrêmement importants. Abdallah al-Haroui, évidemment, a contribué à dégager au sein de l'histoire du Marzen au XIXe siècle des traits d'organisation extrêmement limpides et montrer, je pense que c'est l'idée principale que j'ai retenue pour mon propre travail, à quel point le Marzen était un ensemble diffus, à la fois du sultan et de ses serviteurs, mais aussi de ce que l'Haroui appelle des ordres sociaux, les ulama, les shurafa, les notables, et qu'il fallait penser en fait l'État en grand. Je crois que c'est ce que j'ai retenu particulièrement. Je cite le nom de Mohamed Qebli, qui à mon avis, je crois, est médiéviste, mais qui a dirigé un travail extrêmement important, qui s'appelle L'Histoire du Maroc, réactualisation et synthèse, qui a été publié il y a quelques années à l'Institut royal d'histoire et patrimoine, je ne sais plus exactement le nom, et qui fait la synthèse de tous les travaux en fait, sur l'histoire du Maroc depuis au moins 50 ans, et montre bien, en fait, dans le fond, l'empreinte
d'une génération extrêmement importante de Marocains, en français et en arabe, dont l'Aroui, dont Germain Ayache évidemment, pour ne citer que les plus connus, et qui revisitent fondamentalement les mythes coloniaux qui avaient été imprimés à l'État marocain du XIXe siècle, cette division entre Bled Marzen et Bled Siba, qui consistait à penser que l'État marzénien était un État inabouti, puisqu'une grande partie du territoire échappait à son contrôle, et ces historiens ont montré que c'était un mythe historiographique, et que l'État marocain avait des logiques de fonctionnement qu'il fallait restituer à travers ses archives, et qui ne se limitaient pas à cette tache d'huile imparfaite, et qui servait en fait les dessins coloniaux. Enfin, dernière chose, et j'arrêterai avec ce name-dropping historiographique, mais je pense que c'est important. Alors, la multidisciplinarité est très importante aujourd'hui, essentielle, je vous parlais de l'école des hautes études tout à l'heure. L'anthropologie politique est évidemment une donnée fondamentale pour comprendre le pouvoir, singulièrement au Maroc. Le sultan marocain, en qualité de commandant des croyants, d'Amir al-Mu'minin, a fait l'objet d'une extrême intensité de travaux en anthropologie, toujours maintenant. Donc, là, je ne les ai pas mis dans le bon ordre d'ailleurs chronologique. Waterbury et toute une série d'anthropologues américains dans son sillage. Abdullah Hamoudi, évidemment, depuis ensuite les États-Unis. Mohamed Tozi, plus récemment. Et qui étudie le modèle anthropologique de la relation entre le serviteur et le maître, qui est évidemment un point de départ extrêmement important pour comprendre un système monarchique. Et il l'attribue, chacun en son domaine, à toute une série de théories. Il propose des modèles, en partant d'ailleurs souvent et en déconstruisant les théories et critiquant la théorie segmentaire, je ne m'y attarde pas, en voyant dans la relation entre le serviteur et le maître le décalque de la relation entre un fils et son père, donc la relation patriarcale, quelque chose de privé, d'interpersonnel, à la fois de sentimental, d'intériorisé, donc d'extrêmement puissant, d'extrêmement coercitif, et pour Tozi plus particulièrement, la relation entre le disciple et son maître et son saint dans le cadre des confréries. Donc deux modèles qui mettaient l'obéissance et la relation interpersonnelle au cœur de l'analyse du pouvoir. Modèles qui, comme tous les modèles anthropologiques, sont en soi extrêmement intéressants, mais ont les défauts des modèles, c'est-à-dire leur caractère relativement déshistoricisé et parfois contestable. Et disons que je crois qu'on peut dire que ces auteurs extrêmement inspirants ont voulu comprendre la monarchie par le maître, par le dispositif, tandis que moi j'inversais comme historien, plus modeste, la démarche, en essayant de comprendre le dispositif, en fait, enfin le maître par son dispositif, et par ses fonctionnaires et ses serviteurs. Alors un mot de la bibliographie arabophone, que j'ai mis ici en translittération, en citant essentiellement des Marocains, mais qui me semble extrêmement important dans le cadre d'une histoire renouvelée du Maghreb, mais même de la colonisation en général, et qui est quand même une caractéristique historiographique qui a fait défaut, sans immodestie, à la plupart, sinon à toutes les études sur l'histoire du Maghreb colonial jusqu'à présent, qui est de constater qu'au Maroc et en Tunisie, on écrit aussi de l'histoire, et on l'écrit souvent en arabe. Et en fait, on n'écrit pas, contrairement à ce que pensent certains historiens, que de mauvaises choses, mais on écrit parfois des choses absolument fondamentales. Et s'inscrire dans un champ historiographique, ce n'est pas uniquement discuter avec les auteurs anglophones, même si c'est extrêmement important, c'est aussi rentrer en dialogue avec cette production arabophone qui, en plus, depuis plusieurs années, connaît un essor extrêmement intéressant. Donc je dirais un bref commentaire quand même du type plutôt d'ouvrage que j'ai ici sollicité. Donc le premier d'Arnan al-Mansar est caractéristique d'une école historique tunisienne extrêmement vive, hein, qui n'est pas que moderniste, qui est aussi contemporanéiste, et donc qui consistait à reproduire dans ce livre l'effet que la domination de la France avait eu sur les différentes institutions de l'État bellical. Et cette thèse est intéressante, elle est encore, comme la plupart de ses travaux, rivée sur, si je puis dire, sur le paradigme de la domination, c'est-à-dire avoir cette logique toujours très verticale de la France arrive en Tunisie pour dominer, tout contrôler, donc dans une logique extrêmement utilitaire en fait de ces institutions, mais mobilise une grande variété de sources qui évidemment, quand on commence une recherche, indiquent plusieurs pistes à suivre et qu'on peut reprendre à son compte. Alors passons, voilà, ça c'était pour la caution tunisienne, même si en fait il y aurait beaucoup à en dire, les travaux marocains. Celui de Assia bin Abdada est très important puisqu'il est consacré à Hajwi, al-Fikr al-Islahi fi Ahad al-Himaya, et absolument fondamental parce qu'il montre comment une entrée personnelle par un personnage extrêmement méconnu, Hajwi, dans l'histoire du protectorat, peut renouveler la vision qu'on a de ce moment de l'histoire marocaine. Je vais dire un mot de Hajwi tout à l'heure, donc je m'arrêterai là, mais l'utilisation des fonds privés de Hajwi à partir de cette thèse extrêmement brillante, je trouve,
suffit en fait en quelque sorte à... moi je me suis appuyé sur toute ma thèse, sur ce travail-là, qui citait longuement les manuscrits, sans avoir besoin moi-même d'exploiter ce fond. C'est ça aussi, l'historiographie dans le fond, pas tout faire toujours tout seul. Ensuite, une thèse différente, mais la plus récente à mon sens, sur le protectorat et l'histoire administrative, à l'Idara al-Markaziyya, là aussi, de Hussein, qui lui utilise en particulier les archives françaises pour montrer une marginalisation du Marzen à des fins de domination et l'idée finalement d'une forme d'imposition de l'autorité résidentielle dans un schéma extrêmement là aussi vertical, assez peu discuté, et qui associe d'insatisfaisant qu'il renseigne de façon imparfaite les résistances prétendu du sultan Moulay Youssef et plus tard du sultan Mohamed V, enfin du Mohamed Ben Youssef, dont je dirai un mot, et qui, d'une façon assez frappante pour un livre écrit en arabe, utilise quasiment que des sources en français. Enfin, quand même, hommage à ce très très beau travail de Naïma Haraj Touzani, Al-Oumana bil Maghrib, de Ahmed Sultan Moulay Hassan, donc le Moulay Hassan, le Hassan Ier. Les Oumana, donc, qui sont un corps de, comment dire, de chefs de corporation, d'intendants, voilà, c'est comme ça parfois qu'on dit, et qui est une étude absolument exemplaire sur la façon dont on peut étudier l'émergence d'un corps de fonctionnaires dans un cadre précolonial. Donc il y a ce premier mérite méthodologique, puisqu'il étudie la discipline, les protocoles de nomination, les critères de sélection de ces fonctionnaires, donc donne un modèle en fait vraiment d'analyse d'histoire administrative à partir de grandes sources, et deuxièmement montre une chose fondamentale, c'est que les réformes administratives ont commencé bien avant le protectorat français. Et que le réformisme, qui est bien connu en Tunisie avec l'action de Khaireddine et l'influence des tanzimat ottomanes, existait aussi au XIXe siècle marocain. Ça, je pense que c'est une tendance très lourde de l'historiographie marocaine, et elle est heureuse. Et que sans que ma thèse plonge ses racines dans une vraie histoire du XIXe siècle, ce qui, si c'était à refaire, je le ferais plutôt comme ça, c'est-à-dire j'irai moins loin en haut, mais je descendrai en bas. Bon, ce sera pour le projet CNRS, mais qui donnait quand même des points de comparaison pour nuancer la rupture coloniale et voir quelle continuité se prolongeait. Voilà, cette fois-ci c'est promis, c'est terminé avec les noms. Donc, je passe sur le Conseil d'État. Bon. On aboutit à ce schéma. Je ne sais pas s'il est lisible, il est toujours un petit peu effrayant quand je le présente. Mais bon, en fait, ce que je vais vous dire, parce que là ça a l'air assez clair, mais, enfin, je vous assure, mais ça a été très long pour arriver à ce résultat. C'est-à-dire que pendant un long moment, la structure exacte des États marocains et tunisiens m'échappait. C'est-à-dire que la source coloniale et les nombreux traités de droit qui ont été consacrés à ce système politique produisent une fausse clarté, une clarté trompeuse, comme disait Fénelon. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tout comprendre, et en fait, on ne comprend rien. Parce que les sources coloniales insistent sur la partie en bleu. Pour les sources coloniales, c'est le bleu, l'État marocain et tunisien. Alors qu'en vérité, il y a tout le rouge et tout le vert qu'il faut ajouter. Il faut reconstituer une vue d'ensemble en ayant associé toutes les faces, si vous voulez, de cette même pièce. Alors, j'en dis un mot quand même sans m'attarder sur toutes les cases. Donc, c'était aussi une façon pour moi de reconstituer ces interactions. D'ailleurs, je pense que quelqu'un de plus rigoureux que moi sur l'infographie trouverait ce schéma très parlant, surtout du point de vue des flèches, mais en tout cas de comprendre comment s'articulaient les choses et surtout comment elles étaient situées. Alors il y a d'abord effectivement l'État colonial, dirigé par le résident général de la République française et mis en musique, en pratique, par le secrétaire général du protectorat, qui est le chef de l'État colonial. L'État colonial sont les administrations de l'économie, de l'exploitation du pays. Les finances, les travaux publics, l'instruction publique, mais l'instruction publique c'est l'enseignement pour les Français essentiellement, un petit peu aussi pour les Marocains et Tunisiens, les beaux-arts par supplément d'âme au bout d'un certain temps, l'hygiène publique quand on commence à se rendre compte de son utilité. C'est quand même le cœur de la matrice financière, effectivement. Dans ces cadres appelés coloniaux, il y a des fonctionnaires marocains et des fonctionnaires tunisiens qui sont en position subalterne, qui sont discriminés, je vais y revenir dans quelques instants. Mais qui, au début, en fait, moi, je voyais quasiment que eux, mais qui constituent la première participation effective des Marocains et des Tunisiens à l'État qui est censé être le leur. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, pour être tout à fait clair, c'est que la fiction du protectorat fait que, vous voyez, toutes ces directions, ce secrétaire général, relèvent de l'État marocain et tunisien, relèvent du gouvernement. Ça n'est que des Français, mais ils agissent juridiquement au nom de la souveraineté du bey et du sultan. Là est la fiction juridique, ce qui produit des effets sur lesquels je n'ai pas vraiment le temps de m'attarder, mais qui sont absolument fondamentaux, sur lesquels on pourra revenir. Et donc, confusion de lire souvent fonctionnaires marocains et tunisiens. En fait, fonctionnaire marocain et tunisien n'implique pas la nationalité de ces fonctionnaires. On peut être un Français et être un fonctionnaire marocain.
Le secrétaire général en Tunisie est le secrétaire général du gouvernement tunisien, tout français soit-il. La liaison avec ce que je vais appeler pour les deux pays par communauté le marzen, même si c'est plutôt un mot qui convient au Maroc, bien que dans l'historiographie tunisienne, arabophone notamment, on parle du marzen pour parler de l'état bellical, de l'état du bey, la liaison avec le marzen est faite par l'intermédiaire, par le ministère de directions spécialisées, alors direction des affaires chérifiennes au Maroc, direction des affaires indigènes en Tunisie, conseillers du gouvernement auprès des souverains, et qui sont à la fois un lieu d'expertise et un lieu de surveillance, ce qui produit, je vais y venir dans un instant, de nombreuses archives. Voilà. Passons maintenant à ce qui nous intéresse vraiment, dans le fond, c'est le marzen en soi. D'abord et surtout, il y a les deux souverains, le sultan et le bey, qui sont entourés d'une cour ou d'un sérail que les Français ont assimilé à un harem en fait, de personnalités privées, mais qui est encore un lieu politique extrêmement important, c'est-à-dire que le chambellan, la famille royale, le hajib, les gardes bellicales jouent en fait des rôles politiques, qui ne sont pas uniquement décoratifs, dans les résistances notamment, mais ont tendance à être séparés par vision des Français, la cour, office domestique, du gouvernement. Gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre, Wazir al-Akbar en Tunisie, et le grand vizir, Sadr al-Ardam, évidemment, parce qu'il faut faire comme les Ottomans, au Maroc. Chef du gouvernement, personnalité extrêmement importante, puisqu'elle dirige l'administration marzénienne, un gouvernement composé de vizirs ou de ministres, selon les traductions par les Français, et d'une petite administration de Koutsab, de secrétaire. Ensuite, l'autre gros morceau, et je vais y revenir dans un instant, là aussi souvent séparé de l'État, c'est l'administration religieuse, et qui va se rapprocher de plus en plus, s'étatiser de plus en plus dans l'administration coloniale, et je ne crois pas qu'il faille la tenir séparée du reste de l'État, parce que si vous voulez, dans les sources françaises, on dit oui, alors le sultan, le bey sont là, effectivement, il y a 3 ministres autour qui ne servent à rien, ils ont le bey en famille, ils restent chez eux, ils s'occupent. Et c'est tout. C'est ça le gouvernement, l'État, l'ancien. En vérité, c'est toute une série d'institutions, notamment par l'intermédiaire des fondations pieuses, des habous, des ortaves, on dit plutôt en ici, qui sont des fonctionnaires nommés par le prince et qui dispensent à la population marocaine et tunisienne toute une série de services publics. La distribution des eaux, les secours aux pauvres, aux malades, etc. Et un système de justice religieuse qui applique le statut de la finale, mais pas vraiment le temps d'y revenir. Alors, quelles sont les hypothèses de recherche? Elles sont au nombre de 3. D'abord, le fait que la monarchie, qualifiée un peu facilement par musulmane, même si elle est de fait musulmane, est polycentrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire polycentrique? La monarchie polycentrique, c'est une notion, je parle sous votre contrôle, monsieur le directeur, d'histoire moderne, qui était utilisée pour décrire d'une façon extrêmement brillante, on disait aussi monarchie composite, les empires ibériques à la période moderne, en expliquant que le système était fondé sur une multiplicité de centres relativement autonomes, mais qui étaient tout de même cohérents à partir d'une figure qui était celle du roi. Dans notre cas, c'est une façon de dire qu'il y a effectivement des pôles, tels que je vous les ai montrés. Il y a le gouvernement, les habous, qui sont relativement indépendants, mais qui sont tous unis par un lien juridique qui fonde l'existence d'une fonction publique, qui est l'acte de nomination. C'est-à-dire que tous ces fonctionnaires sont investis de l'autorité publique par une nomination personnelle, par le sultan ou par le bey, scellée par sa signature, marquée de son sceau, et qui définit à la fois sa mission, crée l'obéissance et crée ce que les sources appellent la khidma, le service. Service qui n'est pas uniquement une définition instrumentale, mais qui est un vrai idéal, qui a une vraie exigence. Et c'est là, si vous voulez, que le lien entre tous les acteurs publics se fait et se crée, malgré effectivement des traditions autonomes, à la fois, donc j'ai parlé des habous, mais j'aurais pu, c'était pas dans ce schéma, parler aussi des qaïds et de tous les déchets, de toute l'administration régionale qui, là aussi, administre une certaine autonomie le territoire. Deuxième hypothèse, qui dans le fond est quelque chose qu'on lit souvent en histoire impériale, mais qui n'est jamais réellement démontré, c'est que l'État colonial a besoin des institutions du Marzen pour gouverner le Maroc et la Tunisie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État colonial, tout aussi puissant soit-il, parce qu'il a dans ses mains l'argent et la force armée, reste une domination assez superficielle. Dans plusieurs cas, sur lesquels je reviendrai peut-être, mais je ne suis pas tout à fait sûr là maintenant, la connaissance du nombre, du nom, des adresses des Marocains et des Tunisiens n'appartient pas à l'administration coloniale. Ils ont sans cesse besoin de relais, d'auxiliaires, d'informateurs marocains et tunisiens pour gouverner. Et pour dispenser une série de services publics, puisque le fonctionnement d'un État colonial est d'abord commandé par la loi du moindre coût.
Et ce besoin, si vous voulez, n'est pas résumé, parce que ça c'est très connu, effectivement, à quelques informateurs de circonstances, à quelques auxiliaires qu'on va payer pour l'occasion. Non. Ils ont besoin d'un système en soi, d'un État en soi. C'est pour ça qu'en fait, il y a un État bicéphale. Il y a l'État colonial, certes, mais il y a aussi l'État marsénien à côté, qui est indispensable à la domination française. Enfin, troisième chose, c'est la comparaison. Là, j'ai tourné la phrase, évidemment, au du Maroc, mais on aurait pu l'inverser. La spécificité de chaque tradition étatique est tout à fait mise en comparaison par le protectorat. Parce que dans le fond, je vais y revenir dans un instant, le protectorat, c'est la même recette appliquée à deux pays très différents. Donc on pourrait penser que les administrations sont semblables. D'ailleurs, nominalement, elles le sont assez souvent. Mais on voit surgir, on voit sourdre en quelque sorte, des spécificités des États marocains et tunisiens, de la province ottomane de Tunis, de la monarchie chérifienne, et qui tirent leurs racines d'extrêmement loin, souvent dans le 19e siècle. Et si vous voulez, la similarité des dispositifs met en relief, met en lumière la spécificité de chaque État. Je vais en donner un exemple dans quelques instants, mais j'avance. Proposition historiographique. Contribution au changement. La première, c'est sortir de cet affrontement épuisant, absolument intellectuellement éreintant, qui existe dans toute l'historiographie américaine, française, anglaise, ce que vous voulez, et en grande partie maghrébine d'ailleurs, entre d'un côté l'ordre colonial, l'État, et de l'autre côté le mouvement national. Si vous voulez, le récit classique du protectorat est suivi. En 1881, on instaure un premier protectorat qui rapidement en fait tourne à la mascarade et se traduit en administration directe. Maroc, Lyotet essaie d'instaurer un système de contrôle, mais perdu par ses propres contradictions, il finit à la fin de son consulat, et j'ai par la suite à revenir à un régime d'administration directe. Dans les années 1920, les mouvements nationaux, le Destour, l'Istiqlal, commencent à incarner une forme de contestation nationaliste au Maroc et en Tunisie. Très vite, la frange moderne de ces pays, de ces mouvements nationaux, par exemple en Tunisie, va l'emporter sur la frange traditionnelle plus islamiste. Salah ibn Youssef un peu plus tard, Khaled el-Fassi ici. Et finalement, va finir par conquérir l'État à la fin aux indépendances. Dans tout ce récit, le Marzen, la monarchie n'apparaît pas. Elle est vaguement, si vous voulez, résumée à une somme de collaborateurs, félons, dont on a vite fait de se débarrasser sitôt l'indépendance venue. Ceux qui regardent la nation, c'est le Destour, c'est évidemment le souverain, c'est un peu plus compliqué, mais le souverain sous certaines modalités et l'Istiqlal. Donc là, pour replacer ce troisième acteur au sein du jeu. Deuxièmement, souligner, je l'ai dit, les continuités avec le passé marocain et tunisien des États marzéniens, des États monarchiques. Alors là, ça s'inscrit dans une injonction, dans une proposition extrêmement importante, il me semble, de l'histoire coloniale, qui n'est pas si ancienne, puisqu'on connaît maintenant l'histoire à part égale, dès qu'il faut des archives des deux côtés pour écrire une histoire correcte, mais il y a maintenant l'idée que, dans le fond, la date d'instauration du protectorat n'est peut-être pas une rupture si fondamentale, n'a peut-être pas changé tant de choses à l'historicité des acteurs et des institutions. Et que ce n'est qu'en comparant cet héritage avec les circonstances coloniales qu'on pourra sortir évidemment de cette idée de l'épiphanie coloniale, c'est-à-dire que la modernité n'est apparue au Maroc et en Tunisie qu'avec la présence de l'État français, et finalement que la plupart des problèmes qui existent au Maroc et en Tunisie viennent de ce mauvais cocktail, de ce mauvais alliage entre la modernité coloniale française et européenne et la tradition marocaine qui a hélas quelques reliquats, mais il le faut. Ça, je pense que c'est vraiment un paradigme dont il faut se défaire à tout prix et regarder de façon plus précise, plus pragmatique, les alliages qui se font à chaque niveau ou qui ne se font pas. Insister sur la spécificité de l'administration dédoublée du protectorat, bon ça je viens un petit peu de le dire, donc c'est un peu redondant, et contribuer à une histoire administrative du Maroc et de la Tunisie. Donc ça c'était assez difficile à faire comprendre pendant toutes mes années de ma thèse, et toujours un peu maintenant, qu'on a beau être un gaouri, ça ne veut pas pour autant dire qu'on travaille uniquement sur les Français et sur l'administration française et l'État colonial. C'est-à-dire que la thèse était souvent présentée comme une thèse sur l'administration coloniale du Maroc et de la Tunisie. Très difficile de dire non, c'est précisément pas sur l'administration coloniale du Maroc et de la Tunisie, c'est sur la monarchie marocaine et tunisienne. Et parce que l'idée fondamentale, enfin l'espoir en tout cas, c'est de contribuer non pas à écrire, en tout cas pas uniquement à écrire l'histoire coloniale du Maroc et de la Tunisie, même si j'espère que le livre y contribuera, mais aussi à écrire l'histoire d'une séquence, d'un moment, certes majeur, mais néanmoins qui n'est qu'un moment, dans une histoire longue, et l'histoire du Maroc et de la Tunisie. Voilà. Faire l'histoire coloniale, c'est pas faire que, ou peut-être pas d'ailleurs l'histoire de la France, mais c'est surtout faire l'histoire du Maroc et de la Tunisie. Bon, nous venons à l'étape obligée des sources, dont je vais redonner des exemples un petit peu plus vivants. Donc ça pour vous dire que je suis allé partout, comme il le faut. Donc
contrairement à ce qu'on peut entendre, il y a beaucoup de sources sur l'histoire du Maroc et de la Tunisie, y compris à l'époque coloniale, y compris à l'époque précoloniale, même si ce terme n'est pas tout à fait satisfaisant. D'abord, il y a évidemment la grande richesse des archives diplomatiques françaises qui sont conservées à Nantes, bon, ça c'est un peu l'inconvénient, et partiellement à la Courneuve, qui sont le fond donc, de la partie bleue du schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Et qui ont ceci d'intéressant, donc évidemment, qui vont renseigner ce qu'on a fait jusqu'à présent, la vie de l'administration coloniale, la vie de l'employé, bon ça c'était connu. Mais par l'obsession qu'avaient les Français de la surveillance et de la copie de tous les documents marséliens, en fait, de grandes sources en arabe et en français, émises par les acteurs marocains et tunisiens eux-mêmes, sont conservées dans les fonds français. Donc c'est un excellent point de départ. Par exemple, j'ai suivi le master, on peut faire un compte de master sur l'administration marsélienne en France. Il fallait évidemment compléter avec les archives locales. C'est pas tout à fait satisfaisant. Alors, il faudrait dire un petit mot des archives ici, un petit peu plus en Tunisie. Parce que la comparaison n'est pas, on va le dire, pas vraiment en faveur du Maroc. Il existe depuis quelques années, parfois 2011, plus certain de la date, une institution qui s'appelle les Archives du Maroc, qui sont à l'île de Total, qui sont dirigées par le professeur Jamal Rida, et qui regroupe toutes les archives du Maroc contemporain à partir de 1918 et au-delà de 1956. Et qui là sont en partie les reliquats des fonds coloniaux, c'est-à-dire qui sont ce qu'on appelait les fonds techniques, tandis que les fonds de petite souveraineté sont répartis en France. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce ne sont pas des archives subalternes minorées, des archives très riches. Je vais vous montrer un exemple dans quelques instants. Mais qui sont en volume un petit peu moins importantes que ce qu'on pourrait attendre. C'est-à-dire que contrairement à la Tunisie, il n'y a pas quelque part les archives du grand vizir, les archives du ministère des Habous. En fait, les archives du ministère des Habous, ils sont encore au ministère des Habous. Les archives du grand vizir, ils sont sans doute en partie dans la famille Montpré, on en parlera dans quelques instants, et surtout, il n'y a pas les archives du palais, qui sont conservées, je pense, pour une grande part, à la direction des archives royales, la notabilité qui donne des conditions d'accès un petit peu plus difficiles et que je vais investir avec un peu moins d'ardeur, mais je ne désespère pas du futur. Voilà. Mais c'est important, en fait. Et j'avais écrit un petit papier pour le CJB au début de ma thèse, un peu sur ce sujet. C'est-à-dire que j'ai mis longtemps à comprendre que, dans le fond, cette absence ne voulait pas dire absence de conservation, bien que ça en soit une partie, une raison, mais c'est aussi tradition archivistique. C'est-à-dire que quand on était ministre, ces archives, c'était aussi ses papiers personnels. Et la distinction entre l'obligation de verser, qui régit maintenant la loi marocaine et la loi tunisienne, et de l'avis des deux directeurs, que ce soit Jamal Ben et Dijellab aux Archives nationales de Tunisie, un habitus administratif qui met du temps à s'installer. Voilà, je vais dire les choses comme ça, je peux me filmer. Bon. C'est important. A l'inverse, les Archives nationales de Tunisie présentent une richesse considérable. Et j'y insiste parce que je me demande s'il n'est pas un peu méconnu, surtout en France, parce que, vous voyez, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que quand vous allez aux Archives nationales de Tunisie, vous avez une base de données avec des recherches en arabe et en français avec des mots-clés. Donc ça, toutes les archives en France sont à ça. Et il y a des inventaires d'une qualité, d'un degré de précision admirable. Et là, oui, là, vous avez les archives du Royaume-Uni. Vous avez les archives de Benjamin Arena longtemps. Vous avez sous vos yeux le fonctionnement du 27, de façon beaucoup plus explicite, beaucoup plus facile d'accès qu'au Maroc. Parce que, tout simplement, la tradition archivistique est plus ancienne en Tunisie, puisque les archives tunisiennes, l'institution a été fondée en 1975, si ma mémoire ne me trompe pas, par Khaled Dacha, et correspond donc à un habitus beaucoup plus ancien, une tradition beaucoup plus ancienne. Je vais y revenir en quelques instants. Mais solution tout de même, les archives privées. Je voudrais dire ici un mot de la bibliothèque Sbehi de Salé, que la plupart d'entre vous devez connaître, puisqu'elle joue un rôle important, y compris dans la vie des Slaouis, mais qui a l'immense mérite d'être à la fois un lieu familial, mais d'être aussi un lieu en partie public, c'est-à-dire accessible, où il n'y a pas besoin de nombreuses années de fréquentation de gens importants pour pouvoir y accéder, même si ça, c'est aussi un moyen, et que la bibliothèque contient toutes les archives du Pacha Sbehi. Le Pacha Sbehi ayant été le pacha de la ville de Salé pendant toute la période du protectorat. Et comme l'a dit son petit-fils, M. Ahmed Sbehi, je remercie encore une fois pour sa confiance, n'a pas jeté un papier de sa vie. Et là aussi, quand on découvre ce fonds, alors par l'intermédiaire de son petit-fils, qui est tout à fait
tout à fait volontaire pour aider la recherche historique, on découvre vraiment un univers qu'on ne soupçonnait pas et qu'on n'aurait jamais soupçonné avec les seules archives coloniales. Un univers difficile de accès aussi scripturairement, puisque c'est essentiellement des manuscrits en arabe, et M. Tuhin ne veut pas qu'on prenne des photos, donc il faut les reconstituer de façon la plus juste possible, en temps limité. Et voilà, rapidement, parce que beaucoup de choses à faire. Si en France on enseigne, on ne peut pas passer des mois, hélas. Bon, proposition chronologique. Donc là, je ne vais pas vous faire toute ma thèse ensuite, chapitre par chapitre, c'est seulement le plan en trois grandes parties, parce que je pense que la chronologie est importante, c'est un truisme pour un historien. Ensuite, je vais revenir sur certaines spécificités de l'histoire marocaine. Je vais peut-être passer un tout petit peu à Julien, mais voilà, mais c'est ma faute, enfin l'informatique, j'achète des appareils qui ne plus ensuite, donc la chronologie, telle que vous l'avez maintenant, n'a rien d'original. Elle est même terriblement classique. Vous voyez, on retrouve les dates que je vous ai dites dans le récit classique de tout à l'heure, c'est-à-dire pour l'installation du protectorat, 1920, les droits nationaux, la Seconde Guerre mondiale, le nouvel essor et l'indépendance. Il paraît que vous demandez de créativité là-dessus, mais tout le monde. Ce qui compte, c'est la période, ça. Allez, bon. La première partie est en fait consacrée à un premier constat qui est de dire que, parce qu'on a un peu tendance à oublier, quand on fait l'histoire comparée du Maroc et de la Tunisie, quand on la fasse assez rarement, que en fait, le protectorat tunisien, malgré tout, précède quand même de 30 ans le protectorat marocain. Et donc, pour le dire en une formule, l'IET a servi aux Marocains beaucoup de plats tunisiens réchauffés. Ça, c'est une chose absolument fondamentale à prendre en compte. La plupart des originalités et des inventions viennent de Tunisie. L'IET, je vais y revenir dans un instant, a surtout eu le sens du style. En fait, les années 1920, et moins pour l'essor des mouvements nationaux que pour une des causes de l'essor des mouvements nationaux, qui est la crise économique, qui commence en fait dès les années 20. Elle s'accentue avec le crash boursier, la crise de 29, mais elle commence dès les années 20. Et c'est le début d'une crise qui va provoquer dans l'administration toute une série de revendications, parce que là, tout ce que je suis en train de vous dire donne l'impression que c'est une histoire administrative un peu sec, un peu par en haut, les trucs qu'on n'aime pas, mais c'est en fait aussi une histoire sociale des fonctionnaires marocains et tunisiens, et une histoire de leurs revendications. Une des hypothèses fondamentales de la recherche, c'est que c'est par la lutte sociale que se sont transformés beaucoup les États marocains et tunisiens. La demande d'égalité avec les Français, l'augmentation des salaires, la régularité de leur versement, viennent d'un contexte de crise, d'un contexte en fait de pauvreté, tout simplement, de la plupart des fonctionnaires marocains et tunisiens. Et des problèmes de la réforme, je vais en dire un mot dans un instant. 1940, bon, la Seconde Guerre mondiale, disons, c'est la conversion des souverains, radicalement, à la lutte antinationale, qui change beaucoup de choses, en fait. À la fois Mohamed Ben Youssef, mais aussi, alors pas que Monsef Bey, mais aussi El Amine, son successeur, tout l'État marzénien qui s'embrase contre la colonisation, je vais en dire un mot pour le Maroc. Et qui crée la bascule, finalement, qui permet aussi, qui n'est pas que le produit de Bourguiba. Alors, je vous dis deux, trois mots quand même du Maroc. Je pense qu'on pourrait faire des conférences, des livres entiers sur l'IET. On est frappé quand on veut écrire l'histoire du Maroc, par le statut de vedette complètement incontournable de l'IET, y compris au Maroc, y compris chez les historiens marocains, y compris, ça va tuer en fait, dans la littérature nationaliste arabe qui reprend en fait toute la doxa de l'IET en quelque sorte, notamment cette distinction entre administration directe et contrôle. Distinction que notre ami Charles-André Julien était l'un des seuls en fait dans le fond à discuter. Moi, mon hypothèse sur l'IET est la suivante. Je pense que, alors, d'une part, comme je vous dis, que l'IET a inventé assez peu de choses. Je pense qu'il s'est essentiellement inspiré des solutions de la Tunisie, en tout cas dans l'édifice administratif. Je pense que l'IET a produit une intelligence du protectorat qui, effectivement, est carcérale, a emprisonné toute la compréhension du protectorat jusqu'à présent, mais qu'elle est stylisée, pour ne pas dire autre chose, et qu'elle est stylisée à son avantage. Et enfin, pour le dire en un mot, l'IET est un excellent communicant. C'est quelqu'un qui avait un talent, dans le sens de la formule, ce qui est toujours utile dans la vie, et surtout un talent pour se mettre lui-même en scène, pour mettre en scène ce que Hamoudi avait qualifié très justement, et j'ai repris cette expression, une chorégraphie très gracieuse entre lui et le palais. Donc vous voyez toutes ces grandes formules du « je ne suis que le premier serviteur de Sidna », voilà, l'administration directe, ce genre de couple, de distinction. Je ne rentre pas dans le harem, je descends de cheval, je respecte tous les usages de la cour, ça ne coûte pas très cher, mais ça a donné cette image de cet homme ami de l'islam.
Ce qu'il était d'ailleurs sans doute, je veux dire, ce n'est pas tellement la question. La question, c'est qu'il a produit un modèle qui avait dès le départ ses propres contradictions. Et ce talent de communication, il poussait quand même un degré de virtuosité qu'on n'imagine pas toujours, qu'on voit dans la correspondance de Sbihi, par exemple. Sbihi recevait des courriers de Lyautey, écrits dans un arabe parfait, sans doute par l'intermédiaire de quelques secrétaires marzen à son service, et surtout, ça c'était quand même fort, il y a cet usage qu'a fait Lyautey, il s'est fabriqué un sceau marzenien. C'est-à-dire qu'il avait un sceau, comme le sultan, avec son nom marqué en arabe, calligraphié, avec lequel il signait ses lettres. Tout le langage, en fait, le rapport interpersonnel très particulier du style marzen, Lyautey l'avait adopté. Et Lyautey avait en fait une intelligence de comprendre les usages de la correspondance administrative, de ce qu'il appelait la qaïda, de la coutume en quelque sorte, pour justement se rendre agréable et créer une union avec les grands chefs marocains, qui n'était pas qu'une union stratégique, pécamineuse d'intérêt, mais qui était aussi une union interpersonnelle, voilà, une union de cœur. Même si c'est largement un thème de propagande. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est l'enfumage. C'est-à-dire que la circulaire du coup de barre, que vous connaissez pour la plupart, parce que ça reste un document qui est important chez le Maroc, où je te dis, oui, alors Lyautey prophète, on dit beaucoup ça, Lyautey prophète, oui, le craint du pont neuf, si tu dis, dégénère rapidement l'administration directe. Le sultan ne serait-il pas qu'une façade, n'est-ce pas que décoratif? En fait, là, pour moi, il y a un rôle de mauvaise foi terrible dans ce document. Et puis, une réflexion sur la postérité, et réussie. C'est-à-dire que cette circulaire a un destin de publication extraordinaire pour une circulaire administrative. Voilà. Lyautey met en scène, mais c'est fascinant à lire, il est le seul à faire ça, met en scène dans une circulaire ses états d'âme, en vérité. Mais ça, cette circulaire du coup de barre, c'est effectivement un écran de fumée. Puisque ce qu'a fait Lyautey, c'est exactement ce qu'il a fait à Fès. Voilà, pour le dire en un mot. Fès, donc vous savez, Fès Jadid, donc alors on dit, d'ailleurs, on m'a encore dit au salon du Oujda, mais quand même, Lyautey a sauvé l'ancienne Médina de Fès qui était en train de disparaître, il l'a conservée, il a favorisé ce qu'on appelle les arts indigènes, et puis il a créé une ville à côté. Et puis chacun chez soi, c'est bien. En fait, c'est vrai. Comme ça c'est suffisant. Mais en vérité, c'est la métaphore, c'est la vitrine de cette distinction fondamentale que pratiquait Lyautey entre, d'un côté, la tradition dans laquelle le marzen devait être cantonné, et la modernité qui n'était que l'inspiration française. Et voilà, l'eau courante, l'hygiène, c'était bien pour la ville de Fès-Noël, mais pour la Médina, c'était accessoire, puisqu'elle vivait dans son jus, si vous voulez. Et cette idée, en fait, extrêmement importante dans la psychologie, sans rentrer dans la psychologie, mais quand même dans les cadres mentaux des fonctionnaires coloniaux, que le Marocain vit selon une coutume, qu'il obéit à un certain caractère, défini par des lois assez simples, qu'il est conservateur par nature. Et donc, toutes ces innovations modernes ne sont pas pour lui. En fait, toute l'histoire administrative, toute l'histoire du Maroc conteste cet aspect. Les Marocains veulent tout le monde veut envoyer leurs enfants à l'école, comme tout le monde veut aller les payer, comme tout le monde veut avoir des conditions d'hygiène satisfaisantes. Et ça, si vous voulez, cette idée de cantonner en fait à une forme de certaine arriération sociale, une absence de réforme et de dépenses, les Marocains et les Tunisiens, sous couvert de respecter leurs traditions, c'est ça le thème. C'est fondamentalement ça. Et ça a quelque chose d'assez criminel, puisque quand on y pense, beaucoup de nos catégories aujourd'hui, en tant que Français, en tant que Marocains, en tant que Tunisiens, se construisent sur ces distinctions, sur ce distinguo. Et il suffit de voir le statut maintenant de la langue arabe, la production en arabe, voilà, c'est la librairie, j'ai des livres, ça, qui est, si vous voulez, l'idée coloniale que l'arabe est d'abord la langue du Coran, est d'abord une langue religieuse, qu'elle n'est pas une langue de la modernité, qu'elle n'est pas une langue des sciences dures, qu'elle n'est pas une langue de l'économie, qu'elle n'est pas une langue des ingénieurs, a quand même la vie dure. Il faut bien le reconnaître. Et beaucoup de difficultés et de problèmes sociaux dérivent aussi de cette distinction qui n'est pas qu'une distinction instrumentale et coloniale, qui est aussi un projet idéologique. J'étais un petit peu long, mais je pense que ça a mérité, me semble-t-il, d'être dit. Je serai un peu plus rapide sur les autres points. Alors, des administrations d'autonomie. J'insiste un peu plus, effectivement, sur les archives locales. J'avais présenté, dans un silence un peu plus sépulcral, une communication au CJB la première fois sur le fond des habous marocains conservés chez Jama' Beida aux archives du Maroc ici.
qui sont, m'a dit M. Beïda, en fait, une sorte de reliquat des archives du ministère des Habous, qui doivent être, à mon avis, contenir plein de trucs intéressants, mais là aussi, ça demande un peu plus de temps pour y accéder. Un reliquat resté, en fait, d'une tranche chronologique très courte, je crois que c'est 1912-1922, de la gestion des Habous marocains. Et il y a notamment toute une série de dossiers de gestion des personnels, qui sont une série de documents essentiellement en arabe, avec des petites annotations en français, de la façon dont ces administrations fonctionnaient dans le royaume. Et ce qui est fascinant quand on étudie ce corpus, quand on traduit plusieurs de ces manuscrits, c'est qu'on voit une administration fonctionner en quelque sorte toute seule. C'est-à-dire que, comme je le dis parfois, les Français, à ce stade, se sont contentés de gouverner avec les yeux. C'est-à-dire qu'ils regardent de loin la nomination des fonctionnaires, les sanctions administratives, la promotion de salaire, et ils mettent oui sur les documents, je vais y revenir un peu plus tard, mais ils ne prennent pas de décision. Les documents eux-mêmes disent que ce sont les ministres qui prennent des décisions, que ce sont les pachas qui conseillent, et qui, si vous voulez, continuent à faire fonctionner cette administration des Habous, cette administration extrêmement importante, quand même, cette administration en grande partie religieuse, selon des normes, selon des critères, selon des valeurs qui ne sont pas celles de la fonction publique française, mais qui sont celles de la fonction publique marocaine et qui se poursuivent malgré le protectorat. Une nuance de taille, c'est que l'intervention des Français est financière. C'est-à-dire que là, quand ça parle d'argent, ça rigole moins en quelque sorte. C'est-à-dire que la tenue d'une comptabilité exacte, l'introduction de fiches normées, là, effectivement, est poussée par les Français, qui interviennent sinon très ponctuellement. C'est-à-dire savoir qui va être nommé Nadir, bon, un petit peu plus Nadir, c'est-à-dire chef d'une idara, d'une administration, ou katib, ou copiste, c'est pas tellement leur affaire. Ça leur est à peu près égal. En revanche, effectivement, la tenue des comptes, oui. Et les seules pièces en arabe, j'y reviendrai, j'anticipe un peu sur la suite, en arabe tapé, enfin à la machine, sont des pièces de comptabilité. Tout le reste est écrit dans un pur style mrzel. Bon, ça démontre ça de façon assez impressionnante, en fait, dans le fond. Et donne lieu, effectivement, à une vie administrative, à un monde, dans le fond, ignoré par la source coloniale. Ça, c'est un exemple particulièrement révélateur d'une administration marzénienne. Dans le cadre colonial, je vous ai dit que des Marocains et Tunisiens avaient été embauchés, enfin été recrutés dans les cadres coloniaux sous l'ordre des Français, en quelque sorte. Donc là, qui étaient des gens qui avaient souvent comme interprètes, comme auxiliaires, mais toute une série aussi de fonctions plus ou moins importantes. Donc, ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y a une sorte de difficulté de tour de passe-passe juridique à ce moment-là. C'est-à-dire que, juridiquement, un Marocain ou un Tunisien a le même statut de fonctionnaire. Par exemple, prenons une direction au hasard, la direction des finances. Voilà, bon, dans tel bureau, vous avez un fonctionnaire marocain et un fonctionnaire français. Légalement, ils ont le même statut, puisqu'ils sont tous les deux serviteurs du sultan. Et donc, il a fallu que les Français trouvent toute une série de primes, de mesures pour payer les Français beaucoup mieux que les Marocains et les Tunisiens. Et les Marocains et les Tunisiens étaient donc moins payés. Alors, c'était souvent une histoire de cadre, c'est-à-dire qu'on les mettait dans des cadres, bon, c'était un peu technique, donc je ne rentrerai pas dans ce détail, mais on mettait dans des cadres qu'on appelait latéraux, transversaux, secondaires. En fait, on trouvait toute une série d'astuces juridiques pour les payer moins, pour leur donner moins de primes. Ou alors, on inventait aussi des primes pour les Français d'expatriation, de climat, parce que le climat est plus dur à supporter pour les Français au Maroc en Tunisie, vous le savez. Mais qui est des primes qui existent encore dans la fonction publique d'outre-mer. Le fait est que ces primes ont eu ceci paradoxal. Merci beaucoup, monsieur. Qu'au bout d'un temps, les Français qui étaient employés, et notamment en Tunisie, ne venaient pas de France. Étaient nés dans des familles d'expatriés, dans la colonie, et en fait, n'avaient pas fait de grands efforts, pas plus que les Marocains et les Tunisiens, pour venir s'installer. Et donc, toutes ces primes administratives sont devenues très vite des primes de francité, qui est devenue, c'est juste des Français, qui sont devenues scandaleuses aux Marocains et aux Tunisiens. Je ne développe pas le temps, il y a tout un volet de la thèse et de ces politiques publiques, qui est aussi une autre politique de communication, c'est que les successeurs de Lyoté notamment ont appelé quelque chose, qui est de dire, nous allons réaliser le protectorat, donc ça sont les Français qui parlent, nous allons réaliser le protectorat en intégrant plus de Marocains et de Tunisiens dans la fonction publique coloniale. Et l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que les Français sont convaincus de disposer du privilège de la modernité, c'est-à-dire que seul leur État est le vrai moderne, qui doit croître, jusqu'à ce que le Marzen, finalement, vieillerie de circonstances, finisse par disparaître. Tous les efforts de la réforme coloniale sont dans l'État colonial et jamais dans l'État marzénien. Juste des chiffres, parce qu'il faut toujours montrer des chiffres, parce que les Antoine Pro, pour vous montrer quand même la spécificité du protectorat. Là,
c'est la part, alors en orange sont les fonctionnaires indigènes. Il y a un autre mot, mais. Oui, si, me semble. Non, mais j'aurais dû mettre les guillemets, pardon. Je ne le fais pas d'habitude, mais parce que c'était les trois. Et en bleu, les Français. Vous voyez que la part des fonctionnaires marocains tunisiens, en 1937, est beaucoup plus grande au Maroc qu'en Tunisie qu'en Algérie. C'est-à-dire qu'il y a quand même une administration qui est beaucoup plus binationale en Tunisie et au Maroc. Et vous voyez que ce sont des petits chiffres, hein, c'est-à-dire que 5288 en Tunisie, 6807 au Maroc, encore moins d'ailleurs en Algérie pour les fonctionnaires algériens. Donc en fait, c'est pas énorme. Et ça ne suit pas d'ailleurs beaucoup l'administration, l'évolution démographique du Maroc et de la Tunisie. Donc en fait, ce ne sont pas des États si suradministrés que ça. En fait, ce sont des États qui coûtent cher parce que les Français coûtent cher. C'est un peu comme dans l'éducation nationale, c'est les agrégés qui coûtent trop cher. Réformateurs contre conservateurs. Donc là, partie plus intéressante, je vous ai dit qu'on parlait de Hajjoui. Hajjoui et Moukri sont un peu les deux faces de la médaille marseillaise. On lit souvent, par exemple, pour ne pas le citer, sous la plume de Pierre Vermeuren, que la réforme, par exemple, de la Qarawiyyin, donc la grande mosquée de Fès, a échoué parce que, dans le fond, les forces de réforme, en partie coloniales, se sont heurtées sur le mur de la tradition et du conservatisme des ulémas, qui est fondamentalement une position dogmatique et religieuse qui interdit l'entrée de matières profanes dans l'enseignement des grandes mosquées. Bon, ça, je pense que c'était un récit maître qu'il faut abandonner. En vérité, l'enjeu est politique. C'est-à-dire que la grande mosquée de la Qarawiyyin est un pôle dans la monarchie polycentrique qui a une certaine autonomie et qui ne veut pas être réformée parce qu'elle sait que c'est, une partie de son personnel, parce qu'elle sait que c'est aussi une forme d'étatisation qu'elle perdra son autonomie. Et que l'autonomie de sa gestion, financière aussi par les Habous, va être empêchée si l'État s'insère dans la programmation des cours et dans le traitement de ses fonctionnaires. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, l'affrontement, en fait, au sujet de cette réforme, pour ne prendre que cet exemple, est interne en Marseille. Les Français, dans le fond, ne sont pas du tout intéressés par la réforme de cette grande mosquée, ou vraiment extrêmement superficiellement. Pour eux, c'est secondaire. Ce qui compte, je vous l'ai dit, c'est la réforme de l'État colonial. Donc, ce qui vont s'affronter, ce sont des ministres marzéniens. Alors, Mohamed al-Moukri est grand vizir du royaume du Maroc, de l'Empire chérifien, comme on disait, de 1917 à 1956. On parle de longévité politique, celle-ci est remarquable. Il est mort, il avait plus de 100 ans. Et il était déjà grand vizir sous Moulay Abdelhafid. C'est mieux que Talleyrand, en quelque sorte. Et Moukri représente l'incarnation personnelle du conservatisme marzénien. C'est-à-dire que lui, réellement par intérêt, il tient sa position interminable, en quelque sorte, par son opposition à des réformes trop grandes au sein du Marzen et à tout ce qui pourrait froisser en quelque sorte la puissance coloniale. Et pareil, même s'il faudrait faire une enquête, à mon avis, plus poussée, parce que je pense que Moukri a été voué à une certaine damnation mémoriae, mais mieux que ça, a réussi beaucoup à faciliter les réseaux de sa famille et sa fortune personnelle. Hajjoui est quelqu'un de très intéressant parce qu'il est délégué à l'enseignement et à la connaissance pendant plusieurs années, et lui, c'est un islahiste, c'est un réformateur. Et il est intéressant parce que c'est aussi un grand allié, c'est-à-dire que c'est un religieux. Et si vous voulez, c'est pas l'islam contre la réforme séculière qui s'opposent. C'est deux visions de l'islam en vérité, c'est deux interprétations. Sa réforme, l'islam, comme vous le savez, c'est un retour à une forme de pureté, à un référentiel profondément islamique. Mais ce n'est pas tellement sur ça que je voudrais insister, c'est sur le regard particulier que Hajjoui avait sur le protectorat. Pour lui, comme beaucoup d'islamistes, il a une forme de rapport ambivalent, mais néanmoins admiratif vis-à-vis d'une partie de la modernité européenne. Je pense que de bonnes choses peuvent être importées au Maroc et en Tunisie. Enfin, au Maroc en l'espèce. Depuis le système d'organisation français. Et il considère que le protectorat, pas en soi quelque chose de très heureux, mais une opportunité de moderniser l'enseignement religieux arabe et de le garder religieux et arabe, pas de le dénaturer, si vous voulez. Et Hajjoui incarne, et c'est valable aussi pour les jeunes tunisiens, une forme progressive de désillusion de ces élites réformistes qui comprennent en fait au bout d'un certain temps que les Français ne jouent pas le jeu. Et dès la Seconde Guerre mondiale, Hajjoui comprend qu'il s'est trompé et qu'il n'avait pas dans les Français des alliés, parce que les Français étaient du côté de Moukri. Enfin, dernier mot sur ce que j'ai appelé,
titre de blague, le djihad administratif de Mohamed Ben Youssef, parce qu'on connaît effectivement l'action de l'Istiqlal de Mohamed Ben Youssef extérieure, mais un peu moins son action administrative. Non, mais c'est pas grave. Non, mais je pense que ça fait partie d'une forme de djihad, puisque Mohamed Ben Youssef va, sur certains dossiers administratifs, faire une guerre sans merci aux Français. J'en prendrai un seul exemple, qui est la procédure législative. Le sultan du Maroc scelle les daïrs, comme vous le savez, et c'est la fameuse grève du sceau, donc qui est assez connue, mais un petit peu moins dans ses soubassements politiques, c'est-à-dire qu'il a arrêté de signer les daïrs en guise de protestation, mais lui, ce qu'il voulait, c'était une réforme de la procédure administrative. Parce que les Français, en fait, arrivaient à maintenir le sultan dans une forme de minorité politique parce qu'ils ne l'entouraient pas d'expertise technique. C'est-à-dire qu'il avait des textes extrêmement compliqués qu'on lui soumettait à sa signature et personne ne les lui expliquait. Et lui, ce que veut Mohamed Ben Youssef, c'est un cabinet avec des experts, des juristes marocains, qui ne sont pas les mots-clés d'une certaine démocratie. Il était obligé de s'en affubler, mais il le détestait. Je ne veux pas des gens comme mots-clés, je veux des gens qui connaissent les réalités, des juristes, des experts, et qui vont me donner le pouvoir de comprendre la loi et de l'écrire. Voilà. Donc là, vous voyez comment en fait, le protectorat est retourné dans son système contre lui-même. Bon, j'avance parce que là, je parle trop. Alors, quand même un dernier mot, et je pense que j'arrêterai là parce que sinon après je vais trop parler, et ce n'était pas vraiment le but. Voilà. Ensuite, quand même, je finirai sur l'ambiguïté monarchique. Des traditions scripturales d'État. Je vous disais que ça avait accéléré, ça avait révélé plutôt la différenciation entre le Maroc et la Tunisie. En Tunisie, il existe une tradition de lithographie, d'imprimer, depuis les Tanzimat, depuis les réformes. Donc là, vous avez le premier règlement, le premier règlement, l'ordonnance en quelque sorte, du fonctionnement des caïds, des gouverneurs tunisiens. En fait, les Français d'Israël, en arabe, en tunisien, toujours comme mal, et en traitant le caïd n'est pas utilisé. Et qui est déjà une forme de codification explicite dans un journal officiel qui a été créé avant l'arrivée des Français, de la jurisprudence, de la législation en fait, administrative et plus généralement politique, sociale, religieuse même parfois, de la Tunisie. Il y a aussi cette forme très particulière de la circulaire, qui va mettre beaucoup de temps avant d'arriver au Maroc. Je ne m'attarde pas parce que ce n'est pas le temps d'en dire quelque chose, mais il y a des procédés administratifs, des formulaires, des façons d'écrire aussi, qui sont l'héritage de ces réformes des Tanzimat et qui correspondent en fait à un modèle ottoman, y compris dans son style en fait. Je veux dire, même la lithographie a un style ottoman. Au Maroc, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, plus compliqué pour les Français. Là, je vous ai mis une lettre marzénienne, classique, dans un pur style marzénien, qui est celui du XIXe siècle, qui est prolongé au XXe siècle, et à côté, Al-Jarida al-Rasmiya, l'Idaoula al-Maghribiya, le journal officiel créé avec les Français. Mais qu'en fait, souvent, la traduction arabe du journal officiel français. Parce que, je voudrais dire un mot là-dessus tout de même, c'est que les Français sont arrivés au Maroc en ayant le sentiment qu'il n'y avait pas de jurisprudence, il n'y avait pas de droit écrit. En fait, ils n'arrivaient pas à comprendre, à le saisir. Tandis qu'en Tunisie, c'était bien, c'était organisé, il y avait des petites brochures telles que je vous l'ai montré, c'était rangé, c'était accessible à leur intelligence. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un tri en Tunisie entre les différentes lois qui les intéressaient, et le résident général a mis un visa collectif sur tous ces textes du passé, en quelque sorte, pour les faire rentrer dans le droit tunisien moderne. Rien de tel au Maroc. Pourtant, et là aussi c'est un document qu'on trouve chez Sbihi, alors c'est pas celui-là parce que je vous dis qu'il n'y avait pas de photo, chez Sbihi c'est de la correspondance marzénienne classique, où en fait le grand vizir va écrire au pacha Sbihi, et va, par exemple, j'ai été tombé sur un type de document, va donner un règlement, par exemple, d'hygiène publique sur les animaux, une forme d'écologisme avant l'heure. Et ce texte, qui est une lettre en fait entre deux personnes, entre deux fonctionnaires, est un règlement. Il fait partie de la loi. Les Français ne le voient pas, ne le marquent pas, mais ça fait partie des règles. Il est envoyé en pareil exemplaire à tous les serviteurs du royaume. Donc vous voyez que ça passe par des formes différentes, plus souterraines, comme au XIXe siècle, mais elles existent tout de même. Et je termine bientôt, donc je passe sur le monde de l'autonomie. Voilà, donc deux documents marocains pour terminer. La reformulation du service. En fait, ce que je veux dire ici, c'est que le fait que, par exemple, beaucoup de serviteurs soient devenus des fonctionnaires, c'est-à-dire que d'une relation interpersonnelle entre un individu et son maître, soit devenue une relation formelle, juridique, quoiqu'elle était aussi en partie juridique,
mais contenant des droits et des devoirs spécifiques, n'est pas le produit fasciné de l'imitation des Marocains de la modernité européenne, mais s'inscrit dans une lutte politique. Ici, c'était une note marzénienne, rédigée par plusieurs ministres, qui donne la définition pour eux de ce qu'est un fonctionnaire. Parce qu'il y avait une ambiguïté sur le statut du caïd. Les Français disaient que les caïds ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des serviteurs. Ils ne passent pas de concours, ils n'ont pas de traitement fixe, parce qu'ils sont payés par la ferme fiscale. Voilà. Point barre. Donc ils n'ont pas le même droit, et notamment les droits financiers des autres fonctionnaires. Et le sultan du Maroc et le Marzen, à la fois pour retrouver le contrôle sur les caïds et à la fois pour les faire accéder à une situation salariale meilleure, d'ici, ils sont fonctionnaires, et il va donner des critères, en citant dans le document à la fois les juristes français, les fuqaha français, et la tradition marzénienne, en disant, en fait, ce qui définit un fonctionnaire, c'est pas là ce que vous dites, les critères formels, c'est d'abord qui l'investit. Donc vous voyez le critère que je donnais tout à l'heure, tradition. C'est aussi l'occupation, vous voyez les mots sont marqués ici, hein, c'est-à-dire la permanence dans un poste, ça c'est la troisième chose. Et l'occupation, en fait, c'est le but du poste. Donc là, vous avez ici le mot maslaha, c'est-à-dire l'intérêt commun, l'intérêt public, très vieux mot du lexique politique de l'islam. Et pour toutes ces raisons, il faut reconnaître les caïds comme fonctionnaires. Donc vous voyez ici une forme de syncrétisme extrêmement explicite entre différents éléments de tradition puisqu'il cite aussi ensuite le code pénal marocain créé sous inspiration française, qui s'inscrit dans une lutte politique. Et enfin, je dirais un dernier mot sur ce que j'appelle dans la thèse de l'ambiguïté monarchique, c'est-à-dire qu'il dit beaucoup de choses de la structure du pouvoir marocain, en fait, spécifiquement par rapport au tunisien. C'est qu'en Tunisie, vous avez des syndicats de fonctionnaires, vous avez des luttes collectives. Au Maroc, en tout cas pour ce que j'ai pu en voir, le champion de la cause des fonctionnaires, c'est le sultan. Si bien qu'en 1956, vous avez ici une lettre d'un Mokhazni, qui s'appelle Khalouk ibn Bouazza, un Mokhazni, donc vous savez, c'est ce tout petit agent d'exécution du Marzen, qui a été licencié et qui écrit, alors parfois au Premier ministre, parfois au président du gouvernement, là c'était Bekaï à l'époque, parfois au sultan directement, mais un peu plus rarement, et qui demande, qui se sent lésé parce qu'il a été licencié pour des raisons politiques, et qui demande réparation. Et ce qu'il invoque dans ces lettres comme argument, c'est moins un droit qui pourtant existe, puisqu'ils ont fini par leur être accordé, que la faveur du maître. Et le sultan est omniprésent dans ses courriers. Et j'en finirai par là, Mohamed V a réussi à créer un système extrêmement subtil, où le nouveau droit des fonctionnaires, qui est devenu une clause très importante, puisque maintenant il faut formaliser ce droit pour défendre, pour organiser l'État, ce droit des fonctionnaires est à la fois un effet d'une codification juridique, mais est aussi l'effet de sa faveur personnelle, l'effet de sa grâce. Et l'étatisation de la fonction publique a réussi à combiner à la fois effectivement l'émergence de droits contre la faveur, mais le maintien de la centralité de la figure du maître au sein du dispositif politique. Et j'en terminerai